Les frères Grimm, la gardeuse d'oie à La Fontaine. Il était une fois une petite vieille, si vieille que personne n'aurait su dire son âge, qui vivait retirée, à l'écart, dans la montagne, au-dessus des bois. Sa maisonnette était au milieu des champs, dans lesquels elle faisait paître un troupeau d'oies. Chaque matin, la vieille descendait jusqu'à la forêt en clopinant sur sa béquille. Elle était bien plus alerte et active que ne l'aurait laissé supposer son grand âge. Elle cueillait tous les fruits sauvages qu'elle pouvait atteindre, pommes, poires et baies, et elle ramassait de l'herbe pour ses oies. Quand elle repartait, on aurait pu croire qu'elle allait succomber sous le poids de sa cueillette, mais il n'en était rien, et la petite vieille retournait chez elle sans encombre. Lorsqu'elle rencontrait quelques paysans, elle le saluait aimablement d'un « Bonjour, il fait beau aujourd'hui ». Puis elle continuait « Vous êtes peut-être surpris de me voir ainsi chargée à mon âge, mais chacun doit pouvoir porter son propre fardeau sur ses épaules, n'est-il pas vrai ?» Cependant, la plupart des gens faisaient un détour pour éviter la petite vieille. Les parents recommandaient même à leurs enfants de se méfier d'elle. C'était peut-être une sorcière. Un matin, joyeux et content, un beau jeune homme traversa la forêt. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient, et une brise légère agitait les feuillages. Il n'avait encore rencontré âme qui vive lorsqu'il aperçut la vieille, qui, les genoux par terre, coupait de l'herbe à la faucille. Elle en avait déjà ramassé une grande quantité, et de corbeilles débordées de pois et de pommes sauvages. « Eh, la mère !» cria le jeune homme. « Comment vas-tu faire pour porter tout cela ?»« Il faut bien que je me débrouille toute seule. C'est bon pour les riches de se faire aider. Nous autres, pauvres gens, nous devons porter nos fardeaux nous-mêmes. Mais si tu veux m'aider, ma foi, ce ne sera pas de refus. Tu es encore jeune et droit, et tes jambes sont gaillardes. D'ailleurs, je n'habite pas loin d'ici. Ma maison est dans l'herbage sur l'autre versant de la montagne. Tu ne mettras pas longtemps à y arriver. » Le jeune homme eut pitié de la vieille. « J'ai beau ne pas être un fils de paysan, mais celui d'un riche seigneur, je veux t'aider, la mère. Il ne sera pas dit que les paysans doivent toujours porter seuls leur fardeau. »« J'accepte, volontiers. Cela me fera bien plaisir. En 1 heure de marche, tu seras arrivé. » Le jeune homme hésita à l'idée qu'il avait 1 heure de chemin à faire, mais la vieille ne lui laissa pas le temps de refuser. Elle lui jeta le ballot d'herbe sur les épaules et lui mit dans les mains les 2 paniers de fruits. « Vois-tu, ce n'est pas si lourd que cela. »« Oh si, répondit le jeune seigneur avec une grimace, c'est bien lourd. Le ballot me pèse sur les épaules comme s'il était plein de cailloux, et les paniers me tirent sur les bras comme s'ils étaient de plomb. C'est à peine si je peux respirer. » Il aurait bien voulu tout porter là, mais la vieille ne le laissa pas faire. Elle se moqua de lui. « Tous les mêmes, ces jeunes gens. Tu ne veux pas porter ce que j'ai si souvent trimballé. En parole, tout va bien, mais quand il faut passer aux actes, il n'y a plus personne. Allez, n'hésite pas, remue les jambes. Maintenant, on ne viendra plus t'enlever ce fardeau. » Tant qu'on marcha en terrain plat, ce fut supportable. Mais lorsqu'on commença à grimper dans la montagne où les pierres roulaient sous les pieds comme s'ils avaient été vivants, cela devint intolérable. Le pauvre garçon était à la limite de ses forces. La sueur lui parlait au front et inondait son dos, le rendant tantôt brûlant, tantôt glacé. « Je n'en peux plus, la mère. Laissez-moi me reposer un peu. »« Pas encore. Tu pourras te reposer là-haut quand nous serons arrivés. Jusque-là, continue à avancer. Ce n'est peut-être pas mauvais pour toi. »« Tu deviens impertinente, » dit le jeune seigneur, et il tenta de se débarrasser de son fardeau, mais il se secoua en vain. Le ballot semblait collé à ses épaules par de la glu. Le jeune homme avait beau se démener, il ne pouvait pas le faire tomber. La vieille se moquait de lui et sautillait sur sa béquille en veillant. « Ne te mets pas en colère, mon ami. Te voilà rouge comme une crête de coq. Prends ton mal en patience. Tu auras une belle récompense quand tu seras arrivé chez moi. » Le jeune homme ne put que se soumettre et se traîner péniblement derrière la vieille. Celle-ci paraissait de plus en plus leste et le fardeau pesait de plus en plus lourd. À un moment donné, la vieille prit son élan, sauta d'un bond sur les épaules du jeune homme et s'y installa commodément. Malgré son apparence décharnée, elle pesait plus que la plus grosse fille du pays. Le pauvre garçon n'en pouvait plus. Ses jambes tremblaient sous lui et il avait peine à mettre un pied devant l'autre. Mais la vieille était sans pitié. Elle lui caressait les épaules avec une badine et les jambes avec des orties. Tout en gémissant, il parvint enfin à la maisonnette sur le seuil de laquelle il manqua qu'à fesser. En voyant la vieille, les oies battirent des ailes, allongèrent le cou et accoururent en criant. Elles étaient suivies d'une affreuse souillure au visage repoussant comme la nuit, mais grande et de fière allure. Cette fille menait les oies avec une baguette. « Comme vous avez tardé à rentrer, ma mère, vous est-il arrivé quelque chose de fâcheux ?»« Pas le moins du monde, ma fille. Au contraire, le charmant jeune homme que voici m'a porté tout mon fardeau, et comme il me voyait fatigué, il m'a de plus chargé sur ses épaules.
Le trajet nous a semblé long. Nous avons bavardé gaiement tout le long du chemin. » La vieille sauta alors à terre, débarrassa le jeune homme de sa charge et lui dit avec un regard amical: « Maintenant, assis-toi sur ce banc près de la porte et repose-toi. Tu as bien mérité ta récompense, elle ne va pas tarder. Et toi, dit-elle à la gardeuse d'oie, rentre donc, ma fille. Il n'est pas convenable que tu restes seule avec un jeune homme. Il ne faut pas jouer avec le feu. Il pourrait tomber amoureux de toi. » En entendant cela, le jeune homme ne sut pas s'il devait en rire ou en pleurer. Un si beau petit trésor, se dit-il en lui-même, elle aurait 30 ans de moins que mon cœur ne risquerait pas grand-chose. Tout en parlant, la vieille n'avait cessé de caresser ses oies, comme si ce fût agi de véritables enfants. Puis, elle rentra dans la maison avec sa fille. Le jeune homme s'étendit sur le banc qu'ombrageait un pommier sauvage. L'air était tiède et doux. Tout autour de la maison s'étendait une prairie verdoyante parsemée de prix verts, de poutons d'or et de 1000 autres fleurs. Un ruisseau qui la traversait scintillait au soleil. Les oies blanches allaient et venaient dans l'herbe et s'ébrouaient dans l'eau. C'est vraiment un endroit charmant ici. Mais je suis tellement fatigué que mes yeux se ferment. Je vais faire un petit somme. J'espère que mes pauvres jambes qui sont si molles ne vont pas tomber en marmelade. La vieille le laissa dormir un peu. Puis, elle vint l'éveiller. « Lève-toi, tu ne peux pas rester ici. Tu as bien peiné, certes, mais tu n'es pas mort pour autant, et je vais te récompenser. Tu n'as que faire d'or et de richesse. Je vais te donner autre chose. » Elle lui mit alors dans la main une petite boîte taillée dans une émeraude. « Conserve-la précieusement. Grâce à elle, tu trouveras le bonheur. » Le jeune homme se leva, prêt et dispos. Ses forces lui étaient revenues. Il remercia la vieille et partit sans un regard pour l'affreuse Souillon. Le jeune seigneur erra dans le pays 3 jours et 3 nuits avant d'arriver à une grande ville où il n'était jamais venu auparavant. Comme il était étranger, on le conduisit au palais, et on l'introduisit dans la salle du trône où siégeaient le roi et la reine. Le jeune seigneur mit un genou en terre devant les souverains, et pour leur rendre hommage, il leur présenta la petite boîte d'émeraude. La reine le pria de se relever. Il lui remit alors la boîte, mais à peine la reine eut-elle ouverte qu'elle tomba sans connaissance. On s'empressa autour de la souveraine, tandis que les serviteurs empoignaient l'étranger pour le mener en prison. Mais la reine reprit alors ses sens et ordonna de laisser le jeune homme en liberté. Elle pria l'assemblée de se retirer, car elle désirait s'entretenir seule à seule avec lui. Lorsque tous eurent quitté la salle, la reine commença à se lamenter. « À quoi bon les honneurs et les richesses qui m'entourent, gémit-elle, si je dois chaque matin m'éviter dans les larmes? J'avais 3 filles. La plus jeune était si jolie que tous étaient frappés de sa beauté miraculeuse. Sa peau était blanche comme la neige, ses joues étaient roses comme des fleurs de pommier, et ses cheveux aussi dorés que les rayons du soleil. Lorsqu'elle pleurait, ce n'étaient pas des larmes qui coulaient de ses yeux, mais des perles et des pierres précieuses. Le jour où la princesse atteignit sa 15e année, le roi fit venir ses 3 filles ici, dans la salle du trône. Lorsque la plus jeune parut, tous les assistants furent éblouis. On eût dit que le soleil lui-même entrait dans la pièce. « Mes filles, je ne sais pas quand viendra ma dernière heure, mais je ne veux pas attendre plus longtemps pour décider de votre héritage. Je sais que vous m'aimez, toutes 3 tendrement, mais celle d'entre vous qui m'aime le mieux aura la part la plus importante, dit le roi. Chacune s'écria que c'était elle qui l'aimait le mieux. « Expliquez-moi de quelle façon vous m'aimez, je pourrais alors vous départager. »« Oh, mon père, s'écria l'aîné, je vous aime comme le miel le plus doux. »« Et moi, s'écria le second, je vous aime comme un vêtement de grand prix. » Quant à la plus jeune, elle garda le silence. « Et toi, ma chère enfant, comment m'aimes-tu ?»« Je ne sais pas, répondit-elle, je ne puis comparer avec rien l'amour que j'éprouve pour vous. » Le roi insista, il voulait une réponse. La jeune princesse finit par déclarer « La meilleure nourriture n'a aucun goût sans sel, aussi j'aime mon père comme le sel. » À ces mots, le roi entra dans une violente colère. « Si tu m'aimes autant que du sel, s'écria-t-il, ta part d'héritage ne manquera pas de sel non plus. » Et il partagea son royaume entre les 2 aînés, tandis qu'il ordonnait de conduire la plus jeune au fond de la forêt, un sac de sel sur le dos. « Nous eûmes beau intercéder pour elle, continua la reine, supplier le roi de n'en rien faire. Sa colère était telle qu'il ne se laissa pas attendrir. Combien de larmes a versé la pauvre enfant en nous quittant. Le chemin était jonché de perles qui avaient roulé de ses yeux. Le roi s'était vite repenti de sa dureté, et il avait fait chercher sa fille par toute la contrée, mais personne ne savait ce qu'elle était devenue. À l'idée que les bêtes sauvages avaient dévoré, reprit la reine, je me suis rongée de chagrin. Souvent, je me base de l'espoir qu'elle est encore en vie, et qu'elle a trouvé refuge dans une grotte ou chez des gens compatissants. Aussi, comprenez mon émotion lorsqu'en ouvrant la boîte que vous m'avez offerte, j'y vis une perle semblable à celle que j'ai hissée des yeux de ma fille quand elle pleurait. Vous pouvez imaginer quel trouble s'est emparé dans mon cœur. Il faut absolument que vous me disiez comment vous êtes rentré en possession de cette perle. » Le jeune homme raconta à la reine qu'il la tenait d'une vieille femme qui habitait par-delà la forêt.
Cette vieille ne lui avait pas semblé méchante, mais il s'était demandé si elle n'était pas fée. Par contre, il n'avait vu trace d'aucune princesse. Le roi et la reine décidèrent de partir à la recherche de cette vieille. Ils se disaient que là où étaient les perles se trouvait leur fille. Pendant ce temps, la vieille femme vivait toujours dans sa maisonnette solitaire. À quelque temps de là, à la nuit tombante, alors qu'elle était assise près de son rouet et filait à la lumière d'un maigre feu, le silence fut brusquement troublé par un vacarme strident. C'étaient les oies qui revenaient des champs, suivies de la gardeuse. À sa vue, la vieille hocha la tête sans rien dire. La Souillou vint s'asseoir auprès d'elle, prit son rouet et se mit à filer avec l'agilité d'une jeune fille. 2 heures se passèrent ainsi en silence. Puis un oiseau vint frôler la fenêtre et jeta un regard à l'intérieur de ses yeux phosphorescents. C'était une chouette qui ulula là 3 fois. La vieille leva la tête et dit à la Souillon: « Va à ton ouvrage, ma fille, il est temps. » La gardeuse d'oie quitta la maison. Où elle était-elle? Elle descendit, à travers champs, jusqu'au fond du vallon et s'arrêta au pied de 3 vieux chênes. Il y avait là une fontaine, où coulait une eau limpide. La lune s'était levée. Sa figure large et ronde apparut au-dessus de la montagne qu'elle baignait d'une lumière argentée. La Souillon retira alors un masque hideux qui le couvrait le visage, se pencha au-dessus de l'eau et se lava. Puis elle lava le masque de peau qu'elle mit à sécher et à blanchir sur l'herbe à la clarté de la lune. Quelle belle jeune fille elle était maintenant! Elle ôta une perruque grise et des cheveux d'or tombèrent en cascade sur ses épaules. Ses yeux étincelaient comme des étoiles et ses joues avaient la fraîcheur des fleurs de pommier. Mais la jeune fille était triste, elle pleurait amèrement, et les larmes qui coulaient de ses yeux roulaient comme des perles le long de ses cheveux dorés. Elle serait restée longtemps, là, à pleurer, si elle n'avait pas été tirée de sa mélancolique rêverie par un froissement dans les feuillages tout proches. Avec la légèreté d'une biche, la jeune fille saisit le masque de peau et le remit, tandis qu'un nuage noir couvrait la lune. Quand la lune reparut, la jeune fille s'était évanouie, comme une flamme soufflée par le vent. Elle était repartie en courant chez elle, où elle arriva, tremblant comme une feuille. La vieille l'attendait sous le seuil, et la jeune fille, redevenue Souillon, voulut lui raconter ce qui lui était arrivé. Mais la vieille lui sourit et dit: « Je sais déjà tout cela. » Elle la fit entrer, remit une bûche au feu, mais ne reprit pas son fuseau. Elle s'empara d'un balai et commença à nettoyer la maison. « Il faut que tout soit propre. »« Mais, ma mère, pourquoi vous mettez-vous à l'ouvrage à une heure aussi tardive ?» demanda la Souillon. « Que se passe-t-il? Sais-tu quelle heure il est? » « Ma sœur, sont déjà sonnés et minuit approche. Te rends-tu compte que 3 années se sont écoulées depuis ton arrivée ici, ma fille? Le temps est venu de nous séparer. »« Ah oui, chère mère, vous voulez me chasser? Mais où irai-je? Je n'ai pas d'amis, et je ne saurais où porter mes pas. Je vous ai toujours obéi, et vous avez toujours été satisfait de moi. Ne me renvoyez pas, je vous en supplie. »« Je ne puis demeurer ici plus longtemps, et je ne veux pas partir en laissant du désordre et de la poussière derrière moi. Aussi, ne m'interromps plus dans mon travail. Ne t'inquiète de rien, tu ne resteras pas sans abri, et la façon dont je veux récompenser ton labeur te satisfera grandement. Je vous en prie, dites-moi ce que je vais devenir. Laisse-moi travailler en paix, je te le répète. N'ajoute plus un mot, va dans ta chambre, ôte ton masque de peau et mets la robe de soie que tu portais le jour où tu es arrivé chez moi. Ensuite, attends patiemment que je t'appelle. » Pendant ce temps, qu'étaient devenus le roi et la reine? Ils s'étaient mis en marche vers le lieu écarté où habitait la vieille, sous la conduite du jeune seigneur. Mais pendant la nuit, le jeune homme les perdit et dut poursuivre son chemin tout seul. Le jour suivant, il lui sembla reconnaître un paysage familier. Il continua à marcher jusqu'au soir. Alors il grimpa à un arbre pour y passer la nuit. Il n'était plus tout à fait sûr d'être sur le bon chemin lorsque, au clair de lune, il vit descendre, en flânant, du haut de la montagne, une silhouette qu'il reconnut pour celle de la gardeuse d'oie. « Oh, voici une des 2 femmes, et je vois bien que ce n'est pas la plus vieille, puisqu'il n'a pas de béquille. L'autre ne doit pas être loin. » Quel ne fut pas son étonnement lorsqu'il vit la Souillon ôter son masque de peau, se laver à la fontaine et dénuer ses cheveux dorés. Il n'avait jamais vu une beauté pareille. Il osait à peine respirer, et pour mieux voir, il s'allongea le plus possible sur la branche en écartant les feuilles sans bruit. Mais sans doute
se pencha-t-il trop en avant? Toujours est-il que la branche craqua. Soudain, au même instant, la jeune fille remit son masque, bondit comme une biche, et la lune, se voilant à ce moment, disparut dans la nuit noire. À peine avait-elle fui que le jeune homme descendit de son perchoir et s'élança sur ses traces. Tout en courant derrière elle, il aperçut 2 personnes qui cheminaient à travers prés. C'était le roi et la reine, qui avaient remarqué la lumière de la maisonnette et se dirigeaient vers elle. Le jeune seigneur les rejoignit et leur raconta le prodige auquel il avait assisté près de la fontaine. Ils ne doutèrent pas un seul instant qu'il s'agissait de leur fille. Le cœur rempli de joie, ils se hâtèrent vers la petite maison. Les oies dormaient, la tête sous l'aile, devant la porte. Aucune ne bougea. Ils jetèrent un regard par la fenêtre. La vieille filait tranquillement. Elle ne tourna même pas la tête vers eux. La pièce reluisait de propreté, comme s'ils vivaient là, les petits lutins de brouillard qui n'ont jamais de poussière aux pieds. Mais le roi et la reine ne voyaient pas trace de leur fille. Le cœur battant, ils se résignèrent à frapper légèrement au carreau. La vieille ne parut pas surprise. Elle les regarda en souriant et leur dit « Entrez donc, je sais qui vous êtes, et je vous attendais. » Lorsqu'ils furent rentrés, la vieille reprit « Vous vous seriez épargné bien des souffrances si vous n'aviez pas renvoyé injustement votre dernière fille il y a 3 ans. Pendant ces 3 années, votre enfant n'a manqué de rien. Elle gardait mes oies. Son cœur est resté pur, à l'écart de tout mal. Et vous voici maintenant suffisamment puni par l'angoisse dans laquelle vous avez vécu. » Alors elle appela « Viens, ma fille, viens !» La porte de la chambre s'ouvrit, et la princesse parut, vêtue de sa robe de soie. Ses cheveux dorés, ses yeux brillants la faisaient ressembler à une créature céleste. Elle s'avança vers ses parents, en leur tendant les bras. Ils l'enlacèrent et la couvrirent de baisers en pleurant de joie. Le jeune seigneur était là aussi. Lorsque les regards de la princesse croisèrent les siens, elle se mit à rougir comme une rose, sans trop savoir pourquoi. « Cher enfant, je n'ai plus de royaume. Que puis-je te donner ?» dit le roi. « Elle n'a besoin de rien. Je lui donne les larmes qu'elle a versées sur vous. Ce sont de véritables perles plus belles que celles qu'on trouve dans la mer, et elles valent plus que tout votre royaume. Et en récompense de ses services, je lui donne également ma petite maison. » À ces mots, la vieille disparut. Les murs de la maison craquèrent. Lorsque le roi, la reine et les jeunes gens regardèrent autour d'eux, la maisonnette était devenue un palais somptueux. Un banquet royal était préparé et des serviteurs s'empressaient de tous côtés. L'histoire continue encore, mais je me souviens plus très bien de la suite. Je crois que la jolie princesse a épousé le jeune seigneur et qu'ils ont vécu heureux dans le château, aussi longtemps qu'il plut à Dieu. Les oies blanches comme neige qui étaient chez la vieille étaient-elles de véritables jeunes filles? Il n'y aurait là rien de surprenant. Et si elles sont devenues par la suite les suivantes de la jeune princesse, cela, je n'en suis pas certain, mais je l'imagine. Il est vraisemblable que la vieille n'était pas une sorcière comme les gens les croyaient, mais une bonne fée. Qui sait si ce n'était pas elle qui avait, à la naissance de la princesse, accordé à cette belle enfant le don de pleurer des perles. Cela n'arrive plus de nos jours, mais ce qui arrive encore, c'est que des pauvres s'enrichissent. Merci de m'avoir écouté, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.